face à une majorité qui est dispersée, qui est inactive. Et finalement, c'est la minorité active qui représente l'islam aujourd'hui. Hein? En absence, bien entendu, d'une majorité qui est c'est-à-dire invisible et qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas. Même au Maroc, les intégristes, c'est une petite minorité. La majorité des Marocains ne sont pas des intégristes. Mais malheureusement, la minorité intégriste, elle est active. Elle est active dans le milieu public, même dans les institutions, avec le PJD. Hein. Ils essayent de bloquer. Comment expliquez-vous que le gouvernement marocain, après 3 ans de la Constitution 2011, il n'arrive pas à activer ou à réaliser l'article 19 de la Constitution concernant l'égalité des sexes? Rien contre la violence déjà. Et diminuer un peu la violence contre les femmes. C'est le contraire qui s'est passé. Parce qu'il y a un parti islamiste qui préside le gouvernement. Et il bloque. Parce que pour lui, si jamais on a l'égalité des sexes, si jamais la violence contre les femmes diminue, ça veut dire qu'il a perdu. Qu'il a perdu face aux laïcs et aux modernistes. Alors, vous avez parlé des chiffres, vous avez posé des questions. Vous êtes, c'est-à-dire, les 39 000, c'est des statistiques officielles qui ont été déclarées par le ministère de la Famille. Mais les spécialistes disent que c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des mariages des mineurs qui se passent en dehors des institutions, qui se passent bil-Fatha. Et ça ne fait pas partie, c'est pas calculé, ça ne fait pas partie des chiffres officiels. Et ça veut dire que ça peut être beaucoup plus que ça. Donc on était à 18 000 en 2004, aujourd'hui on est à 39 000, les statistiques officielles. Mais pour le mouvement féministe, la situation est beaucoup plus catastrophique. Dernièrement, j'ai invité à la télé, à la 8e, j'anime une émission télévisée, j'ai invité une dame de la télé Tamazirt, j'ai invité une dame qui travaille dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine de l'enfance rurale et il combat le mariage des mineurs. Et elle a présenté elle-même toutes les statistiques officielles à la télé et c'est ce que j'essayais de vous transmettre. Alors, il reste 4 questions. Attendez, je pense quand même qu'on va d'abord privilégier le caméraman. Ça fait 1, j'ai vu 2, 3, 5, 6, vous avez déjà parlé, monsieur, je suis désolé. 6 questions. Bon, alors... Ça, c'est une petite question. Quand vous mariez à l'âge de 7 ans, c'est promis plutôt, non? Mais c'est pas consommé le mariage. Ça, c'est une question. Alors, il va la reprendre, monsieur, parce que je connaissais un ami marocain. Et je posais la question parce que monsieur a dit que. Mais je peux pas parce qu'il faut que je fasse les images. Vous pouvez vous déplacer. Non, mais déplacer. Pas moi. Parce qu'après, je mets ça, il y a des milliers de personnes qui le voient. Je pense que c'est une priorité. Si vous voulez vous déplacer. Au point de vue, le fondamentalisme. Des brèves, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il n'est pas aussi lié à l'injustice qui se passe au Moyen-Orient? J'étais en Irak, comme vous disiez, dans les années 90, c'était le pays le plus laïque des pays arabes. Et vous dites, maintenant il y a des femmes qui sont tuées. Je suis passé par la Palestine, j'ai vu ce qui s'y passait, toute une population enfermée, ciel ouvert. Et quand je vais de l'autre côté de la Méditerranée, et je discute avec des gens, je ne vais pas dire musulmans, arabo-musulmans, ben, ils vous disent, ouais mais la justice, regarde ce qui se passe là-bas. Et est-ce que justement ce comportement indirect des grandes puissances alimente pas un terreau qui fait que ben, ça aide le fondamentalisme? Il ne se nourrit pas de ça aussi? Alors, première question. C'est tout. On va remonter, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Deuxième question, madame. Voilà, j'aimerais avoir votre perspective, même courte, sur la pensée véhiculée par le soufisme et l'islam dit populaire. Alors que la philosophie soufie iranienne vivante est reconnue comme telle, le soufisme au Maghreb est réduit aux pratiques des confréries et tout caractère intellectuel lui est nié,
même si Ibn Arabi a porté la tradition d'Abou Médiane et d'autres à des sommets encore vivants aujourd'hui. Merci. Merci. Troisième question. Moi, je partage assez globalement l'analyse qui a été proposée. Effectivement, nos sociétés arabo-musulmanes et le Maroc en partie, enfin, puisqu'on parle du Maroc, c'est vraiment l'enjeu, c'est des sociétés qui sont vraiment en transition à la fois vers la démocratie, vers la modernité. Et on a ce constat paradoxal qui est en fait à la fois, on a des sociétés qui sont de plus en plus sécularisées, concrètement, à la fois en termes d'évolution sociologique, de l'évolution de la structure familiale, des rapports entre les hommes et les femmes, la place du travail, des femmes qui travaillent. Donc on a une évolution considérable de nos sociétés qui sont de plus en plus, qui fonctionnent de plus en plus selon un modèle qui n'est pas foncièrement traditionnel. Et en même temps, on a une réaction qui est très forte d'un retour vers le religieux, d'une place de plus en plus significative de l'islam dans la sphère publique, dans l'espace public. Donc effectivement, c'est vrai que c'est un constat paradoxal et qui peut dérouter un observateur de l'extérieur. Alors, il est vrai que vous appelez en même temps d'une rénovation de la pensée religieuse qui vient de l'intérieur. C'est une des voies, mais la question moi, que je me pose, c'est aussi quelle est la structuration du champ des élites modernistes, laïques, et c'est vrai que leur parole elle est de plus en plus dispersée, elle est de plus en plus faible. Vous avez cité notamment cette question la question de la liberté de conscience quand elle s'est posée, quand il y a eu le draft de la Constitution qui a commencé à circuler et qu'au départ qui prévoyait une petite ouverture, et très très vite cette ouverture s'est tue dès que les PJD a fait de cette question une sorte de, on va dire, de préalable. S'il y a une formule de la liberté de conscience qui est actée dans la Constitution, eh bien, il va appeler à voter contre cette Constitution, et du coup, on a fait marche arrière très 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 vite. Donc c'est vrai, c'est que ce champ des modernistes, enfin, cette élite moderniste, on l'entend de moins en moins, et c'est vrai que sa parole, elle est très peu audible, et à l'intérieur du Maroc, et à l'extérieur. Merci. C'était un commentaire sur l'intervention de Ahmed Hassid. Une question, mais je pense que tout le monde... Non, mais la question, elle porte sur les modernistes, ils sont où? Voilà. Alors, quatrième question, je remonte en haut. Je voulais toucher un peu. Donc remercier le conférencier de son intervention, et ça donne une parole beaucoup plus aux intellectuels de pouvoir s'exprimer sur ce problème qui nous touche maintenant presque tous. Et moi, je voudrais juste poser une question par rapport à l'histoire de l'islam, qui est passée par une période aussi cruciale, notamment l'assassinat de tous les califes qui ont succédé à Mahomet. Est-ce que cette période-là ne vous fait pas rappeler la période qu'on vit actuelle? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre pratiquement la même période qui se régénère quelques siècles après? Et je vous remercie. Merci. Juste devant vous, vous vouliez poser une question, monsieur? Non, alors je me trompe. Alors, derrière. Avant deux choses, je tiens beaucoup à remercier Ahmed Saïd, et puis en même temps saluer son courage face aux demandes, et au fait soit qu'il le vise personnellement au Maroc, et malheureusement qui touche beaucoup de personnes, je dirais aussi au Maroc et ailleurs aujourd'hui. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que face à cette situation actuellement de crise, est-ce que l'évolution de la pensée islamique viendra forcément de l'intérieur ou aussi de l'extérieur? Est-ce que aussi les courants modernistes et les intellectuels modernes et tous les courants laïcs n'ont pas joué à un moment donné aussi avec le courant islamiste, notamment pendant les événements, les mouvements du février? Merci. Madame, je crois. Oui, merci. Je ne me suis pas trompé, c'est parce que j'y vois mal, excusez-moi. Oui, je suis bien une dame. Je suis bien une femme.
justement, en tant que femme et en tant que issue de l'immigration algérienne, je voudrais dire à M. Hassid tout le réconfort qu'il m'apporte, moi, avec l'analyse que vous faites de la situation, et notamment autour de deux questions fondamentales. La question de la liberté de conscience, question qui est un vrai dans la religion de nos parents, et la question évidemment du statut minoritaire de la femme. Alors, ces questions qui sont posées, elles sont fondamentales. Vous appelez de vos voeux une réforme. Évidemment que, comme toutes les autres religions, la question du tabou et de l'obscurantisme, ce n'est pas l'apanage de l'islam, on est d'accord, hein, il a fallu que toutes les religions fassent les pas. Le catholicisme n'est d'ailleurs toujours pas aussi progressiste que certains catholiques voudraient qu'il soit. Ceci dit, moi, la grande question que vous posez à travers ça, même si elle est effectivement militante, et c'est ce militantisme-là que je salue, c'est comment fait-on lorsque un système religieux, qui est aussi un système social, qui aujourd'hui sert des positions, qui est la position de l'homme par excellence, comment, alors même que la religion est complètement imbriquée au système social, et ça c'est valable pour le Maroc certainement, mais pour tout le Maghreb et pour Chartres et toutes les nations qui font de la religion une religion d'État, comment cette réforme aujourd'hui, dans l'état actuel du clergé, des églises ou des ulémas, les sachants en tous les cas religieux et leur lien intrinsèque avec le pouvoir, comment une chose pareille, une réforme est-elle possible? Ça me pose une question en fait, de retour en arrière pour la société marocaine. Je pensais au système tribal où l'imam ne pouvait jamais être un chef de tribu. Un amra. Un amra, oui. Le talb ne pouvait jamais être un amra. Et est-ce que ça ne pouvait pas être un modèle sociétal, par exemple, issu de chez nous, sans aller chercher ailleurs, par exemple? Pour vous dire la brièveté de ce que je vais dire. Donc, c'est... Est-ce que vous auriez une note d'optimisme d'après vos travaux? Le soleil. Je voulais juste dire deux choses. Plus fort. Je voulais intervenir, mais ce n'est pas tellement une question, mais simplement un commentaire. Pardon. Il y a peut-être juste un commentaire sur l'analyse faite par M. Hassid. Je trouve que son exposé est très intéressant. Moi, j'ai retenu deux points qui me paraissent essentiels. C'est, dans un premier temps, toutes les théories de développement au lendemain des indépendances dans ces pays, en Afrique du Nord et ailleurs, mettent l'accent sur l'économie. Si vous voulez, il faut construire des grandes usines, etc., pour sortir ces sociétés de ce développement et ces pays. Alors que l'analyse de M. Hassid est pertinente, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on peut multiplier les facteurs, on va dire le contexte international, l'impérialisme américain, l'économie, la pauvreté, etc. Mais je crois qu'on peut multiplier autant de facteurs sans cerner et sans saisir précisément ce qui fait la clé d'explication des crises que traversent ces sociétés des pays du sud de la rive de la Méditerranée. C'est-à-dire le champ culturel. Les problèmes ne sont pas économiques, mais les problèmes sont culturels. Et là, M. Hassid a ciblé, je crois que c'est très pertinent comme analyse, parce que le problème n'est pas dans la pauvreté, parce que quand on voit la richesse en Arabie Saoudite, quand on voit la richesse de l'Algérie par exemple, pays qui a 200 millions de réserves de change, c'est un pays où on ne meurt pas de faim, etc. Mais l'intégrisme, la haine de soi, le rejet de l'autre bat son plein. Donc le problème est justement dans cette pensée. Il y a je crois, très rapidement, il y a deux facteurs qui expliquent un peu ce retard et cette crispation. Le patriarcat et la pensée religieuse, parce que les uns se complètent. Le patriarcat, la culture patriarcale méditerranéenne, très ancrée notamment au Maghreb, et aussi la pensée religieuse qui n'a pas été rénovée. Je crois que M. Hassid a très bien touché du doigt ce qui fait mal dans ces sociétés. C'est exactement cela qu'il faut absolument revoir. Le deuxième point que j'ai relevé, qui me paraît également expliquer en grande partie la crise que traversent et qui secoue ces sociétés, c'est effectivement
à les représentations qu'on se fait de nous-mêmes, du Coran, du musulman, etc. Le problème est à saisir à partir des cultures, à partir des représentations qu'on se fait nous-mêmes, du musulman, etc. Et là, cette représentation-là pose effectivement un problème dans la mesure où on croit qu'il y a un islam. La pensée et l'analyse de M. Al-Sid nous montrent très bien que finalement, il y a des islams avec un I minuscule. Il n'y a même pas un islam avec un I majuscule. Il y a des islams. Il y a autant d'islam que d'interprétations finalement. Et que la charia qui a été, et là il a très bien souligné, qui a été inventée au XIe siècle, un texte comme l'appelait Harkoun, complètement clos, et avec ce texte-là, on veut effectivement régenter les sociétés d'aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème à ce niveau, et je crois que le fait de dire qu'il y a autant de versets qui peuvent justifier et légitimer la violence, que de versets qui peuvent justifier et expliquer la tolérance dans ceux, montre très bien qu'il n'y a pas d'islamistes et d'intégristes et de fondamentalistes sur l'islam.